Marc, dans cette vidéo, ce que j'espère pouvoir transmettre à nos auditeurs, c'est quelque chose qui est finalement assez difficile à transmettre parce que c'est des choses qui se passent à un niveau, dans un état d'être et qui sont difficilement traduisibles en mots, mais c'est quelque chose autour de la foi en la vie et puis avoir une certaine humilité face au mystère de ce que c'est que de se réapproprier le pouvoir sur sa vie et qu'il n'y a pas de mode d'emploi pour devenir leader, il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas de mode d'emploi de manière générale sur comment mener une vie pleinement satisfaisante et être heureux et libre dans sa vie, quoi. Donc, s'il y en avait un, évidemment, ce serait... je pense que voilà, il aurait déjà été communiqué. Et du coup, je pense que là, ce dont on va parler, c'est pas mal de déconstruction de schémas, quoi. Et puis, voilà. Donc, je pense que la méthode de raconter quelques histoires va plutôt bien fonctionner. Et puis moi, il y en a une qui a été vraiment utile pour moi pour ça, quoi, pour développer ma foi, que les choses se goupillent d'une manière qui me dépasse et que j'ai besoin de me connecter à ce qui me fait vibrer ici et maintenant et de me donner à fond dedans et quelque part avoir foi que ça va mener à des choses positives dans ma vie, quoi, et que les choses vont se goupiller au final. Et je vais parler de Steve Jobs, donc même s'il y a quelques vidéos on a dit en gros faites pas comme Steve Jobs ou en tout cas faites comme personne. C'est Oscar Wilde qui disait soyez vous-même, les autres sont déjà pris ou quelque chose comme ça. Bref, il y a là où justement, il y avait cette logique mode d'emploi qui avait été adoptée par la mère de Steve Jobs, qui était une personne plutôt de milieu modeste, qui n'avait pas vraiment trop réussi à percer et à accomplir le rêve américain et tout ça. Elle espérait ça pour son fils et elle s'est dit ça passe forcément par l'université. Donc elle s'est dédiée toute sa vie à créer les conditions, notamment économiques. Donc elle a économisé suffisamment d'argent pour que son fils puisse aller à l'université. Et c'est comme ça qu'elle obtiendra pour lui une vie meilleure, quoi. C'était son mode d'emploi à elle. Et là où son mode d'emploi a été complètement mis en pièces et challengé par Steve Jobs, c'était que au bout d'un an de fac, il s'est dit mais en fait ma mère n'aurait jamais dû économiser, se donner autant de mal pour cette merde quelque part. L'université, ça ne me sert à rien là, je sens que c'est beaucoup de temps et d'argent perdu. Et au bout d'une année, il arrête et il n'a jamais obtenu de diplôme universitaire dans sa vie. Et ce qu'il s'est dit, c'est que il a besoin de temps pour apprendre à se connaître, justement, y aller à l'intuition. Et il est resté dans le campus parce qu'il sentait que c'était quand même un univers relativement riche. Mais il n'avait plus envie de payer pour obtenir la certification que c'est bon, maintenant, il y a une autorité qui dit que tu es valable. Non, je vais vraiment aller vers là où je sens justement mon flow. Enfin, je pense pas que c'est comme ça qu'il se le verbalisait à lui-même, mais c'est clairement ce qu'il a fait. Et il a commencé à suivre des cours en auditeur libre juste par passion. Et un de ces cours qu'il a suivi, c'est la calligraphie. Vraiment juste parce que ça le passionnait, il n'imaginait pas du tout que ça lui serve à quelque chose à un moment donné. Mais il s'est connecté à ce qui le faisait vibrer, et puis ce cours de calligraphie était vraiment génial pour lui. Il a appris auprès d'un maître qu'il admirait énormément, et voilà, quoi, il est devenu très bon parce qu'il se donnait à fond dedans. Et Steve Jobs est devenu Steve Jobs, il a commencé une start-up d'informatique et à un moment donné, son équipe a dû développer un logiciel, donc un operating system et notamment un logiciel de traitement de texte où il y avait la problématique forcément de dessiner les lettres. Et c'est là que son cours de calligraphie est devenu super utile et qu'il a fait le design en fait de toutes les polices, les différents styles de caractères. Et vu que Microsoft a tout pompé sur Mac, à cet endroit-là en tout cas, finalement c'est Steve Jobs initialement qui a dessiné tous les styles de caractères qui ont été employés partout dans le monde, chez tous ceux qui avaient un ordinateur. Donc c'est assez incroyable de voir à quel point, c'était pas prévisible et il y avait on pouvait rien contrôler d'avance et il n'y avait pas un mode d'emploi qui disait pour un jour devenir un entrepreneur à succès dans le monde de l'informatique, commence par un cours de calligraphie. Non, il n'y a pas de programme, quoi. Et je trouve que ça appelle et à la foi et à l'humilité, dans le sens qu'il y a quelque chose qui s'est goupillé de manière assez bluffante et mystérieuse. Il y en a qui parlent de synchronicité, comme s'il y avait quelque chose d'un peu magique qui se passait. Bon, on pourrait dire aussi que c'est le hasard et que le hasard fait finalement bien les choses quand on laisse l'espace à ce hasard de faire des choses. Et si je connais cette histoire, c'est parce que Steve Jobs l'a raconté lui-même dans un discours.
qu'il a fait. C'est un discours de fin d'année, justement, d'universitaires de Stanford qui obtenaient leur diplôme, et c'était un peu un discours motivant ou inspirant pour leur entrée dans la vie active. Et il leur disait, en somme, franchement, soyez quand même un peu fous, allez vers des choses qui ont l'air de aussi servir à rien, mais vous verrez bien, en fait, il y a plein de choses que vous allez générer en suivant vos passions, qui vont générer comme ça des points dans l'univers. Et il y a un moment donné, il y a le puzzle qui se constitue d'une manière assez étrange, et ces points commencent à se connecter les uns avec les autres. Mais si vous ne donnez jamais la chance au hasard de bien faire les choses, et que vous ne donnez pas d'espace à ça, bah oui, il pourra rien se passer il ne pourra jamais se passer ce genre de choses, quoi. Et bon, on pourrait se dire c'est un pari peut-être un peu risqué, il n'y a que quelques chanceux ou quelques génies pour qui finalement ça s'est goupillé. En tout cas, moi pour ma part, il y a eu un phénomène un peu similaire qui s'est produit, et le fait de m'être connecté à cette histoire, ça m'a beaucoup servi à justement créer l'espace, vraiment me connecter à ce qui me fait vibrer sans calculer l'avenir, justement me connecter à mon flow comme on en parlait dans la précédente vidéo. Et suivre ça en ayant foi, en ayant confiance qu'à la fin, il y a quelque chose qui va se passer du moment que je suis vraiment dans mon alignement et ma justesse et ce que j'aime faire, quoi. Voilà. Écoute, ça me parle énormément. Je pense qu'effectivement, ce que tu décris, c'est ce rapport entre le flow et puis l'intellect, la planification. Et moi, je trouve que c'est ce nouveau mantra un petit peu que dans la nouvelle génération de ce Start with Why. Donc, commence par le pourquoi. Et en fait, je trouve que c'est effectivement quelque chose de très puissant dans la communication pour fédérer autour de son projet, de dire pourquoi tu fais les choses, d'aller chercher le sens. Mais en même temps, ça peut être justement un énorme frein si ton propre leadership authentique, tu vas le chercher avant tout dans le why, en fait, dans le start with why, dans le pourquoi. Parce que dans ce cas-là, ça veut dire que en fait, tu mets la raison, le raisonnement, la planification avant même la vie, en fait, avant même le flow dont tu parlais. Donc dans le cas de Steve Jobs, par exemple, c'est pas son cas. Il s'est pas dit je vais faire de la calligraphie parce que en fait ça va me permettre d'avoir le traitement de texte le plus révolutionnaire et d'impacter tous les ordinateurs dans le monde. Clairement, il s'est pas du tout dit ça. Et je trouve que moi, effectivement aussi dans ma vie aujourd'hui, c'est beaucoup plus effectivement cette boussole de flow, cette boussole de béatitude et d'alignement sur lequel je me branche, et après par-dessus je viens mettre l'intellect pour essayer éventuellement de comprendre pourquoi je fais les choses, mais c'est vraiment dans un second temps. Et parfois la raison exacte vient 6 mois, 1 an, 10 ans c'est ça, on la découvre a posteriori. On peut la découvrir a posteriori, et c'est voilà. Et une histoire moi que j'aime beaucoup justement, qui permet d'accéder à cette forme d'humilité dont tu parlais, parce qu'on a tendance dans notre société occidentale quand même à mettre l'intellect sur un piédestal. En fait, c'est une histoire qui est justement entre Aristote et Héraclite, donc il y a un petit peu plus longtemps que Steve Jobs. Aristote, donc le père de la logique moderne, et Héraclite, en fait, un grand philosophe grec, mais qui n'a pas forcément percé en Occident. Et l'idée, c'est qu'à un moment donné, Aristote était sur une plage en train de, comme tous les jours, réfléchir à tout un ensemble de problématiques existentielles. Donc tu vois, dans son cerveau, en train de penser, faisant complètement abstraction, ne se rendant même pas compte du joli coucher de soleil peut-être qu'il pouvait y avoir. En revanche, il y a quelque chose qui a attiré son attention, c'est qu'il y avait quelqu'un qui était extrêmement intense sur cette plage et qui faisait des allers-retours entre l'océan et un endroit donné au milieu de la plage. Et donc à un moment, Aristote arrive et lui dit « mais qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Et l'autre, lui, a à peine le temps de lui répondre, il repart au galop et tout ça, il dit « mais laisse-moi tranquille, je fais mon truc ». Aristote, vraiment, est intrigué, il lui dit « mais si, j'ai besoin que tu m'expliques ce que tu es en train de faire ». Et l'autre personne lui explique, il lui dit « voilà, avec cette cuillère que tu vois là, en fait, je suis en train de vider l'océan que tu vois là-bas, et je le mets dans ce petit trou dans le sable que tu vois ici ». Et à peine il a fini sa phrase, il est déjà parti vers l'océan pour continuer son travail. Et là, Aristote explose de rire, alors que c'est quelque chose qui n'arrivait pas souvent, vu qu'il était tellement rigoureux dans son intellect et tout ça, que même le rire n'avait pas trop de sens. Et il explose de rire, et au moment où l'autre revient, il lui dit « mais t'es complètement fou, gars, t'es ridicule, tu n'as aucune chance de réussir cela. » Et il lui explique « est-ce que voilà, tu te rends compte de toute l'ampleur de la tâche, en fait,
à quel point c'est gigantesque en fait cet océan, tu n'as aucune chance de le faire rentrer dans ce petit trou. Et en plus de ça, avec une petite cuillère, à la limite tu aurais pris une grosse bassine, peut-être que j'aurais pu y croire, mais là non quoi. Et à ce moment-là, bah, tu as l'autre personne qui lâche sa petite cuillère, et donc cette autre personne qui est Héraclite, et qui se met debout et lui dit bah voilà, mon travail est terminé. Et Aristote, un peu stupéfait, dubitatif, lui dit non mais attends, tu vas pas me faire croire que c'est terminé, là vraiment l'océan est là-bas, ton trou il est même pas rempli d'eau, tu vas pas me faire avaler cette couleuvre quoi. Et l'autre lui dit mais justement en fait, tu es en train de me dire que l'océan est beaucoup trop vaste pour pouvoir avec ma petite cuillère le faire rentrer dans ce petit trou. Et en même temps, là toi ce que tu es en train d'essayer de faire avec toute ton intellectualisation, ta rationalisation, c'est de faire rentrer cet univers qui est des milliards de fois plus grand que cet océan, dans ce petit trou qui est ton cerveau, avec ta petite cuillère qui sont tes pensées en fait. Et donc ça n'a aucun sens ce que tu es en train de faire. Voilà, donc je trouve cette histoire assez bluffante. Ouais, il nous fait vraiment percevoir par des images intéressantes ce côté d'humilité qu'on peut avoir face à la vie. Parce que finalement, nos pensées, notre rationnel, ne pourra jamais vraiment complètement saisir toute la richesse, toute la beauté de la vie. Tu parlais de ces synchronicités difficiles à comprendre. Et puis tout simplement, même en termes d'expérience, la beauté de ce que c'est que vivre de l'enthousiasme au quotidien, de vivre dans son flow, bah, tout ça en fait, si on vit juste dans une logique pure, et ben on passe complètement à côté. Et parce que la logique pure, en final, c'est que bah, dans 80 ans, allez, 100 ans maximum, on est tous morts. Et voilà, en fait, pourquoi tu vas te lever le matin en fait, si tu fonctionnes dans le rationnel pur. Donc à un moment donné, justement, laisser plus de place à cet enthousiasme, à ce flow. Non seulement c'est une expérience beaucoup plus agréable, mais en plus, ça fonctionne beaucoup mieux en termes justement de performance aussi, notamment via cette histoire de Steve Jobs que tu partageais tout à l'heure. Ouais, ça recoupe avec ce propos initial qu'on avait, que c'est extrêmement difficile de faire ça vu les forces en présence qui nous invitent à rester dans ce paradigme, j'ai envie de dire mécanistique, qui est ce mode d'emploi qui dit en somme, voilà, si vous faites bien ce qu'on vous demande à l'école, bah, c'est comme ça que vous atteindrez la pleine satisfaction dans votre vie, et une vie de liberté, de joie, de bonheur, enfin bref, une sorte de paradis qui vous est promis si vous suivez le programme en fait. Et en fait, la réalité qui est difficile à accepter, c'est que il n'y a pas de programme en fait pour chacun d'entre nous. Alors si on suit le programme, effectivement, bah, on sera au service des intérêts d'un certain collectif qui correspond à certaines valeurs et à un certain paradigme. Mais clairement, bah, c'est au sacrifice de sa personne, quoi. Et de ce qu'on aspire réellement, ce à quoi on aspire réellement. Ouais, moi, ce que j'ai envie de raconter, c'est en fait un bout de mon histoire personnelle, parce que j'ai l'impression que les aventures entrepreneuriales sont souvent racontées de manière un peu, comment dire, qui porte à confusion en fait, et qui continue d'entretenir la croyance que c'est des gens soit extrêmement chanceux, soit vraiment géniaux, qui finalement réussissent tous ces trucs qu'on voit. Et alors peut-être qu'il y a une dose de ça, mais je me dis, il y a quand même une grosse dose aussi d'avoir fait certains choix assez fous à un moment donné dans leur vie, justement de lâcher le contrôle, quoi, et de se dire en fait il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas de programme, et je quitte complètement cette barque-là, comme Steve Jobs l'a fait au bout de sa première année de fac. Et moi j'ai fait quelque chose de similaire, et puis en même temps quand je raconte la manière avec laquelle ce que j'ai entrepris a réussi, bah, c'est clair que je raconte ça un peu vite et je fais en résumé, et du coup ça a l'air d'être une sorte d'histoire très linéaire de succès, quoi. En fait tout ce que j'ai fait, bah, finalement ça a marché, donc je suis juste quelqu'un qui, quand il touche à quelque chose, bah, j'arrive à produire de l'or avec, et puis en fait ça se passe tout seul, quoi. Et en fait j'ai dû faire des choix à un moment donné qui étaient des moments d'errance et de détours gigantesques en fait pour arriver à un objectif. Et je vais donner un exemple qui est assez frappant dans mon histoire, c'est que alors, j'ai fini par créer une école alternative, donc l'école dynamique, qui a été suffisamment inspirante dans le domaine de l'éducation alternative, du fait que ça a influencé une quarantaine d'autres créateurs d'écoles qui ont créé des écoles similaires. Et aujourd'hui, dans le monde de l'éducation alternative, on entend parler de Montessori, Steiner et des écoles démocratiques. Et je dirais
je ne porte pas seul la responsabilité de ce résultat-là, mais clairement j'y ai été pour beaucoup, quoi. J'ai apporté une grosse dose d'influence pour qu'on en arrive à ce résultat-là. Et du coup, non seulement il y a cette quarantaine d'écoles qui bénéficient à un millier d'enfants, mais surtout ça a ouvert l'esprit de beaucoup de gens à « waouh, ok, une autre éducation est possible », quoi. Quand j'ai quitté le monde de l'entreprise pour me lancer dans le monde de l'éducation, je sentais à un moment donné que ouais, il y a un jour où j'aimerais influencer le grand nombre avec mes idées. C'est quelque chose qui m'avait traversé, quoi. Et que je voulais garder un certain niveau d'influence sur le monde. Et je savais que je voulais être dans l'éducation. Et moi, ce que j'avais imaginé, tel que je me voyais, je me visualisais, c'était je vais faire une carrière de prof. Vraiment, comme ces profs que j'admirais, là, qui m'ont inspiré, j'ai envie d'aller encore plus loin qu'eux, devenir un excellent prof et voilà, innover en matière de pédagogie au point que j'arriverai à transmettre à d'autres profs des meilleures manières d'enseigner, quoi. Du coup, je deviens prof de maths et de physique avec cette idée-là. À un moment donné, je me souviens même d'une copine avec qui j'étais et qui me disait « Mais je pense que toi, tu ne vas pas rester prof toute ta vie. Je ne te vois pas prof, en fait. Je pense qu'à un moment donné, tu vas aller vraiment hors système et créer quelque chose qui va, voilà, quoi, qui va influencer le monde d'une autre manière. » Et je lui disais « Mais non, n'importe quoi. Enfin, clairement, je suis parti pour faire une belle carrière de prof et tout ça. » Donc, j'étais vraiment à fond dedans. Et ce qui est autre moment un peu intéressant, c'est que pile au moment où je commençais ma première rentrée, donc c'était je pense la veille ou l'avant-veille, je rencontre un ami d'amis qui me raconte cette histoire complètement incroyable et qui m'a vraiment influencé sur le moment et où j'ai eu beaucoup d'admiration. Il m'a raconté l'histoire de cette école qui existe depuis presque 50 ans aux États-Unis où les enfants font littéralement ce qu'ils veulent, donc qui s'appelle Sudbury Valley School. Et il me dit, voilà, par exemple, dans cette école, il y a eu cet enfant qui, à 10 ans, a commencé à faire de la pêche à la ligne, et il a fait que ça pendant 5 ans, donc pas de maths, de programme scolaire, rien de tout ça, il a fait de la pêche à la ligne, il a discuté avec des gens. Et puis, à 16 ans, il commence à se passionner pour l'informatique, et puis il devient un super informaticien, voilà, qui est allé travailler pour une des entreprises les plus innovantes dans ce domaine-là, et qui a créé aussi sa propre, voilà, quoi, son propre business dans le hardware, quoi. Et donc avec une vie très satisfaisante, très heureuse, pas que un succès professionnel, mais vraiment quelqu'un qui est épanoui dans sa vie. Et j'entends ça et je me dis, ah ouais, mais c'est incroyable, en fait, l'éducation, ça pourrait être ça, quoi. Là, le niveau de personnalisation, le fait que quelqu'un puisse vraiment pratiquer son centre d'intérêt à fond, bah ouais, on voit bien ce que ça donne, s'il a le temps de faire vraiment ce qu'il aime. Donc j'étais convaincu, en fait, à ce moment-là. Et du coup, on pourrait se dire, bah ok, c'était le moment de dire, bah super idée, créons une école qui se base sur ces principes, qui s'inspire de cette école américaine, faisons un business plan, un rétro-planning, voilà, quoi, enfin, mettons, classique. Voilà, classique, quoi, c'est se mettre en mode création d'entreprise. Et je pense qu'il y en a qui ont un peu cette vision-là de c'est quoi entreprendre, quoi. C'est en fait avoir une idée, et puis après, bah, trouver des investisseurs, et puis et planifier le truc, et passer, et opérationnaliser, quoi. Et en fait, il y a tout un truc qui fait que non, j'étais pas prêt à ce moment-là. Enfin, c'est pas quelque chose qui se décrète, en fait. Il y a effectivement à un moment donné tout qui s'aligne parfaitement et qui fait que c'est le bon moment. Et là, moi, mon moment, c'était cette passion que j'avais pour la pédagogie et où je voulais faire ça au collège-lycée. C'est ce que j'ai essayé de faire. Et pendant ces 2 années, j'avais vraiment ce cap, cette boussole qui me tenait, qui me disait un jour j'arriverai à susciter la motivation de tous mes élèves et ma salle de classe, ça va vraiment être un espace d'émulation où les gens seront à fond, contents d'être là et où on apprend de manière efficace et tout ça, quoi. Et donc j'essaye comme ça pendant 1 an, 2 ans, j'essaye plein de choses, plein de systèmes pédagogiques différents, la pédagogie par projet, la pédagogie de la classe inversée, ce genre de choses, quoi. Et puis en fait, j'ai clairement échoué. Enfin, j'avais toujours affaire à cette même, voilà, cette salle de classe avec, je veux dire, la même attitude des élèves qui étaient plutôt passifs, qui étaient très peu motivés et tout ça. Et donc, il y a un moment donné, je disais non mais ça prend trop de temps et j'y arrive pas en fait et j'ai juste envie d'abandonner. Et donc à un moment donné, voilà, avec ma classe de première, je me suis installé à la cafétéria avec eux au lieu de faire cours comme d'habitude, quoi.
Et je leur ai dit, bon là je suis au bord du point de rupture, enfin je pense que je vais arrêter ce métier parce que c'est pas du tout ce que j'envisageais de faire en fait. Parce que je m'ennuie, voilà, et je sens que vous vous ennuyez aussi, donc juste voilà quoi, arrêtons les, les dégâts. Je pense pas qu'une éducation est vraiment en train de se dérouler là et que, enfin voilà quoi, ça manque d'efficacité et de motivation quoi. Et j'ai dit bon, après, je veux bien encore essayer quelque part une dernière chose et voilà. S'il y en a qui ont des idées sur comment on pourrait créer un espace dans lequel les gens sont vraiment motivés pour venir et où on étudie ensemble avec enthousiasme, bah allons-y quoi. Et puis au bout d'un silence qui a duré quand même un certain temps parce qu'ils se disaient mais attends il est fou, jamais on nous a posé cette question. Mais je leur ai vraiment laissé le temps de réfléchir et de voir s'ils avaient des propositions à faire. Et il y en a un à un moment donné qui a fait une proposition vraiment déroutante de pertinence, quoi, qui a dit pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas tourner le rôle du prof justement dans la classe et puis après c'est les élèves qui préparent les éléments de cours chez eux et qui les présentent et on tourne comme ça. Et donc c'était une idée géniale parce qu'évidemment que quand on essaye d'enseigner une notion, on l'apprend bien mieux et en plus on apprend des compétences aussi de transmission. Et puis ça crée un espace dans lequel chacun aussi se sent, je sais pas, valorisé. Bref, enfin ça a créé plein d'effets vraiment géniaux. Oui, ça crée un espace beaucoup plus participatif, enfin ça crée une émulation quoi. Et ça a vraiment, du coup, très rapidement créé un espace où il y avait beaucoup de motivation. Tout à coup, enfin le niveau de motivation il était multiplié par 10 dans la classe. Et puis toutes les 2 semaines, on se rassemblait à nouveau pour questionner comment on fonctionnait ensemble. Et ça faisait que, de fait, les élèves avaient réellement le pouvoir de comment leur salle de classe est organisée et dirigée, quoi. Et moi, j'avais juste un rôle de facilitation dans les échanges pour voir comment on s'organisait et pour stimuler l'évolution. Et au bout d'un moment, quand on a lâché toutes les contraintes, enfin, ils avançaient à leur rythme comme ils voulaient. La salle de classe est devenue un espace de travail en équipe, de collaboration, d'autogestion, enfin, quelque chose d'extrêmement libre. D'ailleurs, ils venaient s'ils y trouvaient réellement un intérêt, il n'y avait plus d'obligation d'aucune sorte en fait, quoi. Et l'obligation qui restait, c'était celle du programme et des emplois du temps, et le fait que les autres profs ne fonctionnaient pas du tout comme ça, donc j'étais une sorte d'îlot de liberté isolé dans l'école. Et c'est là que je me suis rendu compte que ce n'est pas réellement moi qui étais en échec pour susciter la motivation de mes élèves. D'ailleurs, ultimement, j'y suis arrivé. Mais par contre, tout à coup, j'ai eu l'éclair de lucidité que non, c'est le système tout entier qui est en échec d'un certain point de vue. Enfin, il arrive à produire certaines choses qu'il a toujours réussi à produire, mais il était en échec pour produire ma vision éducative, en fait, qui était celle de une éducation qui s'adapte pleinement à chaque enfant, et où chaque enfant trouve vraiment là où est son talent et sa motivation. Et où je me suis rendu compte, mais c'est évident, quoi, si on met le même programme scolaire et le même emploi du temps pour tout le monde, mais ça ne va jamais stimuler ça. Et c'est là que je me suis rendu compte que ma copine de l'époque avait raison. Oui, c'est en dehors du système que j'arriverai vraiment à faire ce que j'ai envie de faire. Et du coup, c'est là qu'est venue la reconnexion à cette histoire du pêcheur que m'a raconté cette personne et où je me suis rendu compte, ok, en fait, ces 2 ans d'expérimentation avec ma classe me mènent ultimement avec ce point de départ alternatif que j'avais, soit faire carrière de prof de maths et de physique au lycée, soit carrément aller en dehors du système et créer quelque chose d'un peu avant-gardiste et foufou. Et voilà, et c'est là que je suis sorti du système et que j'ai commencé à entreprendre la création de l'école dynamique et sans jamais faire un rétro-planning ou un business plan. J'y suis allé à tâtons en faisant les choses les unes après les autres et voilà, le puzzle s'est constitué. Il y a un alignement que j'ai trouvé entre moi, mon aspiration, là où j'ai du talent et mon projet. Enfin, tout était vraiment idéal à ce moment-là. Et l'école dynamique a vraiment émergé finalement de cette errance d'un professeur qui essayait de bien faire et qui échouait et qui était au bord de la rupture et qui finalement a réussi à expérimenter quelque chose de différent. Bref, je suis passé par plein de choses qui clairement n'allaient pas dans le sens de créer une alternative pendant 2 ans, mais qui ont créé le terrain pour qu'un jour ce soit possible, quoi. Qui ont créé le terrain intérieur et l'évidence, la nécessité en moi, enfin que oui, c'est vers ça que je devais aller, quoi. Voilà.
Oui, d'accord. Et ouais, je trouve ça vraiment intéressant de voir à quel point justement l'espace de confiance que tu as pu mettre à la fois pour toi incarner un leadership différent des professeurs, qui est du coup un leadership a priori très institutionnalisé, très normé en fait. La façon dont on doit faire cours, c'est très structuré. Et là, toi, tu as un peu improvisé quelque chose, donc tu t'es laissé un espace de liberté et en même temps, tu as ouvert un espace de liberté aussi pour les autres et pour les enfants notamment. Et je trouve ça chouette de voir que leur leadership a émergé à travers ce fameux silence à un moment donné, comme si ce silence avait permis à un moment tout le monde à couper l'intellect en se disant mais qu'est-ce qui est en train de se passer en fait, qu'est-ce qui lui arrive? Ouais, c'était un moment très fort. Et voilà, et ce silence a permis justement de faire des synchronicités et de déclencher quelque chose. Et donc ouais, je trouve ça à la fois intéressant pour ton histoire personnelle, mais aussi ouais, quelque part tu as réussi à générer aussi des leaderships authentiques autour de toi à ce moment-là. Et j'imagine peut-être qu'un jour tu recevras peut-être des mails de ces fameuses personnes pour qui ça a peut-être changé la vie en fait à un moment donné, de pouvoir avoir leur mot à dire face à l'institution et de pouvoir ouais, initier quelque chose. Moi, l'histoire que j'avais envie de partager, c'est qu'effectivement, en suivant le leadership, mon leadership, je sens qu'il y a énormément de choses positives en fait, qui se dégagent et parfois des choses positives dès le départ. En fait. Donc typiquement, l'école dynamique, quand je vous ai rencontré pour la première fois, j'étais en thèse. Ça n'avait pas vraiment de sens pour moi d'être ici avec vous. J'ai fait 5 mois en tant que staff. Et ça n'avait pas vraiment de sens, mais en même temps, voilà, c'était mon enthousiasme, c'était mon flow et j'ai adoré ce moment. Et en fait, clairement, la formation qu'on a aujourd'hui n'existerait pas si jamais j'avais pas eu cette relation privilégiée avec toi et avec l'équipe des fondateurs. Et donc là, on peut se dire, bah voilà, c'est une suite de trucs positifs, à la fois l'expérience sur le moment et puis jusqu'à aujourd'hui, c'est positif, quoi. Et en même temps, bah, parfois, on passe par des phases, justement, je trouve, en suivant notre leadership authentique, qui peuvent être profondément difficiles. Et du coup, je voulais aussi partager ça parce que pour montrer que cette foi dans la vie, à un moment donné, c'est précieux en fait dans ces moments-là, de se dire mais ok, c'est pas parce que mon leadership authentique à un moment donné m'amène droit dans le mur que pour autant je peux pas m'en sortir en fait. Et donc moi, oui, dans mon vécu, justement, peut-être une des premières graines de leadership authentique qui a été assez forte, c'était une fois justement que j'avais fini un peu tout ce parcours académique. Un petit peu, j'avais coché la case réussite, on va dire, que mes parents voulaient que je coche. À un moment donné, je me suis dit, bah ok, ça y est, j'ai vu ce que c'était l'intelligence pour l'Occident. J'ai envie de voir ce que c'est l'intelligence pour l'Orient, en fait. Et je voyais qu'il répondait notamment à tout un tas de questions auxquelles j'avais pas de réponse, et en tout cas l'Occident n'apportait pas autant de réponses, je trouvais, sur qui nous sommes, qu'est-ce qu'on fout là, et qu'est-ce qu'on est censé faire en fait de cette vie. Et donc je suis parti en Inde. Et donc juste après l'école normale supérieure, c'est ça? Juste après l'école normale supérieure, exactement. Parti en Inde pendant 1 mois et demi pour y découvrir comment ça fonctionnait là-bas. Et donc j'ai été au cœur de la civilisation tibétaine exilée en fait, dans le nord de l'Inde, pour une partie en tout cas. Et donc avec des moines partout, je discutais, je leur posais les 1001 questions que j'avais, ils me répondaient à tout, c'était free flow, c'est parti quoi. Vraiment, je répondais vraiment à une aspiration profonde chez moi de creuser cette question de l'intelligence de façon complémentaire à ce qui avait été fait jusqu'à maintenant dans mon parcours. Et tout s'est bien passé jusqu'à un moment donné où j'ai commencé à avoir des mal de ventre assez forts. Et comme on m'avait pas mal mis en garde en me disant « Oh là là, en Inde, fais attention, la bouffe, machin, tu peux choper des maladies cheloues et tout », j'ai commencé à me dire « Oh là là, qu'est-ce qui est en train de se passer ?» J'ai demandé à aller dans un hôpital. J'arrive dans l'hôpital local et il n'y a pas de médecin du tout, quoi. Genre, il y a juste les murs, quoi. Et là, c'était un peu la panique en fait, en mode mais waouh, en fait, je vais tellement pas bien en fait que je n'arrive plus à marcher à ce moment-là. Et finalement, on décide de quand même rentrer à la maison parce qu'on n'avait pas d'accès à des hôpitaux. Et au bout de 3-4 jours, ça finit par passer. Mais je me suis dit, waouh, j'ai quand même vécu un truc physiquement que je n'avais pas vécu avant. Il y a quand même un état. T'as eu très peur. J'ai eu peur, vraiment très peur, ouais. Je me suis dit, est-ce que j'aurais pas dû suivre ce que mes parents m'avaient dit? Parce que là, clairement, j'avais l'air con, quoi. Et en fait, de retour en France, waouh, le bonheur, je me dis, mais waouh, l'intelligence à l'occidentale, c'est génial, quoi. C'est beaucoup plus On a des cool. vrais médecins. On a des vrais médecins. Non, en tout cas, voilà, ça m'a fait du bien de retrouver mes repères, quoi. Et je m'attendais à ce que cette histoire soit loin derrière moi. Et en fait, finalement, je me retrouve à un moment donné, tranquille, dans le parc de la Tête d'Or à Lyon,
après une petite sieste, j'avais eu le dernier examen de l'année qui était en septembre et donc je me disais voilà, tout est cool. Et à un moment donné, donc, je me réveillais de cette sieste et je sentais bien que j'avais un sentiment bizarre. Je me disais c'est bizarre, j'ai l'impression d'être complètement étranger à cette scène en fait. Alors que pourtant j'étais quasiment chez moi quoi. Et je me disais mais non, j'ai encore l'impression de ne pas être au bon endroit au bon moment. Et puis d'un coup, je regarde les gens autour de moi, les enfants, les mamans, etc. Et puis une pensée me vient qui est en mode mais quelle est la preuve que tu as en fait que ces gens existent vraiment en fait, que tu existes et que ça a du sens tout ça en fait. Qu'est-ce qui se passe hein. Et ça ne s'arrête pas à cette espèce de doute métaphysique de Descartes en mode allez tiens on va avoir le doute ultime, on va voir cogito ergo sum. Est-ce qu'on est dans une simulation, une simulation de jouer et tout avec ça. cette idée? Non, c'était quelque chose de... Non, c'était quelque chose justement très profond et là il commence à y avoir des émotions hyper fortes qui arrivent que j'imaginais même pas que c'était possible de vivre des émotions comme ça, genre de panique hyper forte. Et avec ce sentiment en plus de vivre un truc mais complètement incompréhensible et genre que voilà si j'arrive devant un médecin et que je lui explique ça il va juste me dire t'es allé où ces derniers mois donc voilà j'étais vraiment en mode bah ok personne ne peut m'aider à un moment donné il va falloir que je m'en sorte quoi, faut que je me sorte de cette situation. Et donc pendant 6 mois en fait j'ai vécu avec un intellect qui était non-stop allumé pour essayer de décortiquer ce que les moines m'avaient dit, pour essayer de comprendre ce qui était en train de m'arriver et en fait ça ne faisait que activer encore plus le problème en fait et je m'en sortais pas du tout, je faisais des crises de panique, j'arrivais même plus à sortir de chez moi, enfin ça a été horrible quoi comme situation. Et là j'ai vécu des états de souffrance où je pensais pas que c'était possible en fait de vivre autant de souffrance. Je me suis dit waouh, la vie peut vraiment être dure en fait en réalité et beaucoup d'humilité du coup pour les gens qui vivent des trucs très durs. Mais donc ça m'a donné accès effectivement à quelque chose de l'ordre de une vraie compassion en fait pour les gens qui vivent de la souffrance parce que en fait à un moment donné j'ai vécu quelque chose de beaucoup plus intense que ce que j'avais pu vivre jusqu'à alors. Et il y a une scène en particulier qui a créé ce changement de paradigme et ce qui est marrant c'est que c'est un peu comme toi un moment de silence. Ce qui s'est passé c'est que en bon athée que j'étais et juste au fond du trou et complètement perdu, je me suis dit bon bah ok, allez, y a plus rien à perdre, je dis bon bah ok Dieu si tu existes à un moment donné fais-moi signe parce que là c'est la merde, j'y arrive plus quoi. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu un moment de silence du coup, j'ai été à l'écoute pour la première fois depuis 3-4 mois de prise de tête. Et ce moment de silence, déjà ça m'a fait du bien, mais en plus de ça, effectivement, ça m'a donné accès un peu à ok, en fait, je ne suis pas que mon intellect, je ne suis pas que mes pensées, ce qui était un peu mon mode par défaut, très très intellectuel avant. Et le truc qui a été assez puissant aussi, c'est que j'ai eu une nouvelle pensée, une pensée un peu fraîche. J'étais en train de regarder mon escalier et je vois cette première marche de l'escalier et je me dis mais ok, en fait, il faut que je fasse confiance à un moment donné que tout ça c'est ok en fait, cette vie existe, c'est réel. Et à un moment donné, même si je mets mon pied dans le vide et que je trouve cette première marche, à un moment donné, voilà, je trouverai le reste de l'escalier et je me débrouillerai en fait. Et je suis allé du coup très en profondeur à l'intérieur de moi pour aller chercher cette espèce de confiance dans la vie. On parlait de confiance dans la vie et c'est là où je suis allé la trouver en fait, de me dire mais ouais, à un moment donné, en fait, si j'ai pas confiance, juste je ne vivrai pas en fait. Et la vie va s'arrêter, je vais finir par crever quoi. Et cette réalisation, même si ça n'a pas été le seul déclic que j'ai eu pour vraiment me sortir de cette situation, bah, ça m'a montré en fait que malgré la difficulté que c'était pour moi d'avoir à un moment suivi mon leadership et toute la merde par laquelle je traversais, finalement si je poursuivais plus loin, j'amenais ma confiance dans la vie encore plus profondément que ce que j'avais jusqu'à maintenant, et ben là ça allait pouvoir me permettre de rebondir et de continuer. Et donc c'est vraiment la sensation que j'ai eue, c'est hop, je mets ce pied sur cette première marche et ça y est, quoi, je revis ma vie. Et donc ça m'a changé et j'ai vraiment fait ce choix conscient de vivre du coup. Et donc ce leadership, je le vois beaucoup là, enfin c'est une image pour moi qui est assez forte du coup, parlante pour moi, de prendre ma vie en main. Et dans mes accompagnements en fait aujourd'hui, je vois que cette expérience qui a pu sembler extrêmement négative, à un moment donné, j'en voulais à tout le monde en fait. J'étais là, mais en mode, mais comment c'est moi non plus me faire vivre ça, c'est horrible, et comment j'ai pu accepter d'aller dans cette direction-là, etc. Et en fait, déconstruire tout à un point où plus rien ne reposait sur rien, et tu étais complètement en perte de repères, et il n'y avait plus, exactement. Il y avait plus de structure, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, aujourd'hui, dans mes accompagnements, c'est un énorme cadeau en fait que j'ai à offrir en plus aux autres parce que justement je peux connecter très en profondeur avec qui ils sont, avec leur foi potentielle dans la vie, avec leur leadership authentique, mais aussi avec leur souffrance en fait.
Donc du coup, ils se sentent compris forcément, parce que je peux savoir en fait un petit peu le goût de ce qu'ils vivent. En fait, je suis pas juste là avec mon intellect et mes théories sur le monde. Non, j'arrive aussi avec vraiment cette empathie et cette compassion dans l'histoire. Et donc, je retrouve un peu ce que tu partageais, de pouvoir justement créer un cadre en fait dans lequel les gens que j'accompagne vont pouvoir goûter à leur leadership et à cette confiance dans la vie que moi je fais de façon très consciente, et qu'eux, du coup, ils vont pouvoir vivre sans pour autant avoir besoin d'aller creuser aussi profondément en eux, et sans pour autant avoir besoin à un moment donné de passer par une crise existentielle, perte de repère totale et un peu perché, etc. quoi. Donc tout ça me permet effectivement d'arriver dans l'action et en même temps avec une vraie compassion pour les gens que j'accompagne. Ouais, et ça du coup pour toi ça a été justement dans cette expression que Steve Jobs a employée qui est "the dots will connect in the end", donc en gros voilà, on lance un peu des points dans le ciel là et puis à un moment donné le puzzle se constitue et puis tout se connecte. Toi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un endroit, une connexion qui s'est faite très forte entre deux choses, qui est ce moment un peu initiatique que tu as vécu. Et à quel point dans ta vie d'accompagnant, tu as pu finalement mobiliser cet apprentissage que tu as eu à ce moment-là, cet apprentissage très profond, et que c'est quelque chose qui est là avec toi en permanence et qui te sert en fait dans ta vie aujourd'hui, et qui aurait pu imaginer qu'une expérience en plus aussi négative, C'est ça, exactement, aurait pu être aussi fonctionnelle en fait par la suite, quoi. C'est ça, et du coup c'est vraiment une invitation aussi pour les spectateurs à se dire mais c'est pas parce qu'à un moment donné vous êtes passé par des phases critiques difficiles qu'en fait il faut abandonner cette confiance dans la vie et ce leadership authentique. Au contraire, en fait, c'est une invitation pour aller creuser encore plus profondément, et en fait ça va le faire. Il y a un moment donné, ça va connecter. Et finalement, presque au plus profond que vous avez creusé, quelque part ça vous sera utile, parce que ça aidera d'autres à ne pas avoir à aller aussi profondément dans cette sorte de souffrance et de perte de repères. Ouais. En toute humilité, continuer d'avoir foi en l'intelligence de la vie, quoi. Ouais.